Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté cet entretien autour de votre métier d'éditeur et puis d'auteur. Alors, éditeur des éditions Horizon. Pas seulement. Pas seulement. J'étais éditeur chez d'autres éditeurs il y a longtemps. Oui. Il y a longtemps. Donc, éditeur chez un éditeur, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, vraiment. Puisque la plupart du temps, on ne va pas jusqu'au bout de ses propositions. Et puis ensuite, après la mort de ma mère, j'ai fondé une maison d'édition qui s'est appelée Intertexte et qui a vécu une dizaine d'années, qui a fait de belles choses, un certain nombre de choses, notamment dans le domaine étranger, qui alors en France connaissait une certaine prospérité, car très longtemps on n'avait traduit au fond que des ouvrages américains. D'accord. Et là, il y avait tout. Il y avait chez les Américains Henry James, bien sûr, qui faisait fureur à l'époque. On le redécouvrait. On ne l'a jamais vraiment connu en France. Et il a fallu peut-être la fin du siècle passé, le début du siècle. Du reste, ses œuvres, ses nouvelles, pour l'instant, paru en Pléiade. Ce qui est étonnant chez un très grand classique, un très grand auteur, n'est-ce pas? Et là-dessus, il y a beaucoup à dire. Et ensuite, écoutez, j'ai eu ce qu'il advient parfois aux éditeurs, c'est-à-dire de tout perdre, pour telle ou telle raison. Et ça a été extrêmement dur, parce que j'étais très, très endetté. Et cet endettement venait sur un autre endettement mental, moral, qui m'a rendu à la fois rageur et simultanément m'a donné enfin la possibilité d'écrire à ma convenance, c'est-à-dire en décidant tout simplement de payer si possible mes dettes. Ce n'était pas facile, ce n'était pas toujours. Et puis ensuite d'écrire. Donc j'ai écrit entre 93 et 2007. D'accord. Et notamment Prague de leur fenêtre. Oui, dont on va parler tout à l'heure. Voilà, n'est pas né de cette période à la fois tumultueuse et à la fois très créatrice, mais qui est née très très longtemps en amont, dans la mesure où, comme vous le savez, je suis né au Sahara. Oui. Et j'ai découvert dans un dictionnaire une photo de Prague, et c'est une ville qui est comme hantée par son passé et hantée par cette espèce de beauté que le passé fabrique peut-être, comment dirais-je, qui la couvre. Ouais, c'est ça. Qui la couvre comme un feuillage. Oui. Et il y avait aussi le désir d'offrir avec les moyens qui étaient les miens et qui n'étaient pas très grands à l'époque, moyens intellectuels, voire créatifs, quelque chose qui fasse justice, non seulement à la ville de Prague, mais ce qu'elle a été culturellement, une de très très grandes cités du monde occidental. Elle l'est toujours, mais avec peut-être moins de prestige actuellement, car elle est enfin libre. Et vous savez que quand on est libre, on vous oublie. Oui, plus ou moins. On pense à vous quand vous êtes peut-être en prison, mais c'est une déduction qui serait sujette à caution. On parle du Sahara, mais vous étiez de Colombe-Béchard, c'est ça? Je suis né à Colombe-Béchard et un jour j'ai ouvert un dictionnaire et donc j'ai trouvé la photo du pont Charles. La photo qui montre le pont Charles avec les fameuses statues, ça m'avait bouleversé. J'avais été très très vite. Peut-être est-ce la qualité de la photo ou l'étrangeté qui avait immédiatement touché peut-être un penchant de la poésie qui était inné en moi et qui m'a donné beaucoup de soucis, précisément à Colombe-Béchard. En Afrique, où il y a des poètes également, mais oui, il fait pas bon de le dire. Il fallait être à l'époque, qu'est-ce que je pouvais avoir? Moi, j'ai quitté quand j'étais vraiment petit enfant. Vous aviez quel âge? Oh, quelques années. D'accord. Quelques années. Mais vous avez un souvenir précis? Ah oui, un souvenir extrêmement bouleversant. C'est, vous savez, quelque chose quand vous êtes marqué à l'âge de
de 4 ans, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Oui. Alors j'avais une mémoire étonnante, parce que le premier souvenir dans ma vie remonte à ma seconde année. D'accord. Hein, c'est un souvenir d'un soir qui s'éteint lentement. Je suis dans une poussette que ma mère conduit avec une certaine rapidité, et je sentais, ça c'est la mémoire que j'ai eue, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord. Et beaucoup plus tard, ma mère m'a raconté l'épisode, elle était effarée quand je lui ai dit que voilà, ça c'est la première chose dont je me rappelle. Et en fait, elle rentrait, elle avait peur de la réaction de mon père. Il était un peu tard, il était peut-être 6 heures du soir, et dans le désert, c'est presque littéralement la nuit. Oui, ça tombe très vite. Très très vite, et évidemment, vous avez le soleil vers 3h30 du matin. C'est ça, ouais. Et effectivement, mon père lui avait fait une scène absolument affreuse dont je n'ai absolument pas souvenir, et pour cause. Et donc là, je vois, je constate quelque chose qui s'est passé dans le rapport à ma mère, et aussi avec l'écriture. D'accord. D'ailleurs, dans le Trésor familier d'Éric, un superbe ouvrage, vous racontez très très bien cette période d'enfance et enfance littéraire aussi. Alors une enfance littéraire, mais une enfance littéraire qui est très solitaire. Très solitaire, oui. Et où l'apprentissage des lettres vient d'un effort permanent qui n'était pas celui de l'école. Parce que quand je suis envoyé à l'école maternelle, je savais lire et écrire. Ouais. Alors que les autres ne le savaient pas. Alors ça emmerdait tout le monde, et l'institutrice qui nous voyait déjà un peu ennuyés, n'est-ce pas, de savoir des choses, et puis ça emmerdait les camarades. Vous savez, dès que vous êtes différents, on a envie, c'est de vous écraser, et absolument. Ça, c'est le problème des groupes. Hein. Je veux dire, dans les groupements animaux primitifs, celui qui sort un peu du troupeau pose des soucis littéralement, et puis on l'expulse, parce qu'il représente, à tort ou à raison, une forme de danger. Alors je le comprends, quand il s'agit d'un groupement animal qui a besoin d'être constitué de telle manière qu'il faut se défendre, tandis que chez les êtres humains, c'est tout de suite quand même une répulsion. Presque une anomalie. C'en est une. Et donc là, évidemment, être dans le désert qui n'est pas le très très grand désert à 200 kilomètres plus loin dans le Nanterre, c'est le désert de l'Atlas encore. Il y a des montagnes qui m'ont toujours fait rêver, et les montagnes m'ont toujours fait rêver. Je trouve que les montagnes, c'est la chose. Pourquoi? Parce que ça vous rapproche du cosmos? Je ne sais pas, je crois que peut-être, il y a les hauteurs, n'est-ce pas? Il y a quelque chose dans les montagnes qui m'a toujours fasciné. Et puis on voit le plus loin possible nulle part. Alors le ciel à Colombéchard est un ciel magnifique. L'été, il est rude, il est presque blanc quand il fait chaud. Oui. Il fait 50-55 degrés. D'accord. Déjà à l'époque. Déjà. Et en hiver, il était très froid, et alors la montagne était bleue. Ah oui? La montagne était très bleue en hiver. Et j'ai été très déçu lorsque j'avais demandé qu'on m'y envoyait à la montagne, c'est-à-dire que quelqu'un me mène en voiture. Et j'étais très déçu de voir quelque chose qui ressemblait à la terre. C'était très rocheux, mais très déçu. Ah oui, à ce point-là. Énormément. D'accord. Ah oui, c'était comme si Dieu était tombé du ciel et qu'il ressemblait aux hommes. Oui, alors j'ai la déception. Donc c'était ça. Et donc telles sont au fond si vous voulez, la mécanique en image du désir de l'écriture. D'accord. D'ailleurs, le premier livre dont vous vous souvenez, que vous avez lu, c'est lequel? Qui vous a marqué profondément, hein? Écoutez, c'est quand même très étonnant pour un enfant qui alors n'avait pas 6 ans, mais c'était un petit livre de J. Ah oui? Que j'ai trouvé sur, ça s'appelle Paluda. D'accord. Que j'ai trouvé en livre de poche.
sur le lit ou sur un canapé dans le salon, comme ça. Absolument, je n'ai rien compris. Mais déjà, je vous dis que je savais lire parce que mon père lisait les colorants et je voulais savoir ce qui était écrit dans le colorant. Et à force de constater que des lettres se ressemblaient, des assemblaient, etc., j'ai demandé à ma mère comment ça pouvait s'appeler, elle, etc., etc. Et au bout, j'ai fait des collages. Voilà, c'est ça. J'ai fait des collages, et puis c'est venu très vite. Et quand vous avez 5, 6 ans, même 4 ans, si vous êtes un tout petit peu développé, eh bien, ça va très vite. Très vite. Et de lire Gide. Oui, alors je peux pas dire que j'ai lu Gide. C'est le premier livre qui vous a marqué. Qui m'a marqué. Alors, ce n'est pas exactement l'auteur que j'aime par-dessus tout le monde, mais tout de même, je l'ai lu en entier. Je l'ai lu en entier parce que j'ai eu dans ma vie, ou plutôt j'ai fait dans ma vie des rencontres parfois fabuleuses. D'accord. Et j'ai rencontré longtemps, souvent, la fille de Gide, qui était devenue l'amie grâce à un grand ami que j'ai, Peter, qui vit en Suisse, et qui est un ami que je connais depuis 4 décennies. Ah oui, d'accord. Et qui est auteur aussi. Pas seulement. Oui, pas seulement. Entre autres, mais pas seulement. Puis auteur chez Gallimard, auteur ailleurs, etc. Pour revenir à il m'a donné son journal récemment. Ouais. D'accord. Et j'ai trouvé que c'était un très beau livre. J'aime beaucoup la littérature. Il est sorti ou Oui, il est sorti. Il est sorti il y a quelques mois. D'accord. Il y a quelques mois. C'est un magnifique livre, je trouve. Enfin, moi, j'aime les journaux par-dessus tout. Je lis actuellement le journal de Roger Martin Dugard. Et je me pose la question de savoir si je préfère pas son journal à son œuvre de romancier, qui est honnête. Mais on est loin de Daniel Cohen. Oui. Et alors, pour la deuxième maison d'édition, c'était laquelle après Intertexte? Parce que vous en avez créé 3. Oui, en fait, c'est en Belle, où a été publié Blanche des Oublis. D'accord. Blanche des Oublis avait besoin de quelque chose, c'est le seul joyau qui a été édité, mais un joyau, vous savez, il faut que... Alors, je pense que c'est un joyau, ne fût-ce que par la collaboration de Andrew Pocket. Qui est à part égale l'auteur de cet ouvrage par les illustrations étonnantes qu'il a fait. Et dont il est... Voilà. Alors il y a Simoro qui ne pouvait pas se placer là, et puis il faudrait pour Blanche des Oublis littéralement une autre interview, tant c'est abondant et surtout émouvant. On la fera. Oui, je pense. D'abord pour la qualité du livre, et pour l'histoire en tant que telle, car s'il est un amour que j'ai eu dans la vie, j'en ai eu, c'est-à-dire que j'ai été gâté, ou je me suis laissé gâter, c'est quand même la rencontre étonnante, complètement étonnante et peu prévisible dans ma vie, avec une chatte blanche, précisément, dont j'avais peur. Parce que j'avais perdu alors précisément la maison d'édition et j'ai développé une réaction, c'était trop violent, j'ai développé une réaction étrange, une forme de peur des animaux qui remontait très 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 loin dans mon enfance. Pourquoi? Parce que vous avez été mordu? Oui. Par un chien? Violemment par un chien? Oui, violemment. Ça ne dit pas simplement d'être mordu par un chien. C'était comme si j'avais été mordu par le diable, ou par Dieu, ou par le ciel, par le soleil, par tout ce que vous voulez. C'est quelque chose d'énorme. J'ai développé une fièvre épouvantable et on a peur pour ma vie. Donc ça m'a marqué, ça a complètement marqué. Et ensuite, j'ai développé une forme de répugnance envers tout ce qui était animal. Et Blanche est arrivée comment dans votre vie? Bien précisément parce que je voulais guérir de ce phénomène, puisque quand vous vous promenez à Paris, c'est peut-être l'une des villes où on rencontre énormément de chats et de chiens, plus autrefois que maintenant d'ailleurs. Et je m'étais dit, écoute, mon vieux, si tu veux, il te faut avoir de la force pour commencer à revivre et à te débrouiller, tu vas tout d'un pas te laisser porter par cette folie, bien nous sommes,
Et je me suis dit, la meilleure chose, c'était d'apporter la nuit chez moi. Et voilà. Et c'est comme ça que Blanche a pénétré, et que ça a été extraordinairement difficile. Il y a eu comme une période de pénitence, pour elle, pour moi, qui a duré entre 3 et 4 mois. D'accord. C'était dur. Nous avions peur l'un de l'autre. Ah oui. Et finalement, il s'est passé ce qui se passe entre deux êtres, entre deux vivants de cette terre, aux antipodes, mais pas tant que ça, je veux dire, l'intelligence qu'il y avait dans ses yeux, la tendresse qu'il y avait chez cet animal était fabuleux. Et puis, il se passe ce qui se passe quand on est sous le charme des chants. On tombe et on se donne entièrement. Et j'ai lu, sans doute, la plus belle histoire du monde. La plus belle histoire d'amour, peut-être. C'est ça, ce que je veux dire, la plus belle histoire. Je crois que c'est celle-là. C'est celle-là où on s'est aimé étrangement, fastueusement, à la folie, où on ne pouvait pas se séparer. Sans réserve. J'ai vécu 16 ans avec elle, et une seule fois que je me suis séparé d'elle, c'est quand j'ai été malade presque mortellement. J'ai dû aller me faire opérer, et je suis revenu vers elle, chez elle, en somme, puisqu'on a dit chez elle, vous avez un chien, je crois, une chienne. Oui, une chienne, vous savez, et on habite chez eux. Voilà. Donc j'habitais chez elle, et donc elle a été, c'était comme si c'était un spectre, quand elle est venue. Elle a eu elle a eu une attitude un cri d'horreur. d'effroi, j'allais dire, mais oui, un grand cri humain. Oui, d'accord. C'était un hurlement. C'était pas un hurlement, c'était un hurlement. Oui, elle se demandait ce qui se passait. Elle vivait parce qu'il y a l'instinct de vie. Oui, bien sûr. On venait, on la nourrissait, on nettoyait sa litière. Et puis on l'a quittée, elle a vécu seule, alors qu'elle n'a jamais vécu seule. Et puis après, je ne l'ai jamais pendant les 16 années de sa vie, je ne me suis jamais allé en vacances. 16 ans, c'est bon pour un chat. Oui. C'est jamais assez. Elle aurait pu vivre plus longtemps. Mais il est vrai que j'ai été repris par le goût de l'édition. Alors du coup, vous avez monté une 3e maison d'édition, qui est la maison actuelle. Oui, c'est la maison actuelle, et cette maison, grâce à la fois à la persévérance de l'éditeur de travailler sans compter, bien sûr, grâce, si vous voulez, il faut vraiment, c'est un sacrifice. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de, je veux dire, on gagne si peu, je ne peux pas même me payer, vraiment, je suis presque tout le temps en situation difficile, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du divin. Et si on me permet ce mot un peu excessif, le fait d'être là, à l'écoute des autres, d'offrir aux autres ce que trop souvent on refuse. Ouais. D'accord, on refuse. On parle beaucoup de livres qui paraissent, c'est vrai, beaucoup. On ne parle pas de la quantité phénoménale des refus. Maintenant, on ne peut pas offrir des milliers et des milliers et des milliers de livres à une société qui n'est plus intéressée, littéralement. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est-à-dire que c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a énormément de publications, d'éditions, mais on parle jamais de littérature, quasiment plus de littérature. Il y a une prétention du milieu littéraire à surabonder dans l'autopromotion, etc. Mais on ne voit pas que la très grosse quantité de livres, à peine achetés, s'en va. Vous savez, il y a des autres bons auteurs, qui rappellent l'ancien temps, c'est-à-dire l'ancien temps, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. On ne lit pas, je parlais de Roger Martin du Gard, personne ne lit Roger Martin du Gard. On avait publié son livre inachevé
les souvenirs, je crois que c'était le journal du colonel Moment, qui était paru en Pléiade en 83, qu'on ne trouve plus parce que probablement il n'a pas dû bien souvent, je crois. Enfin, je sais pas, on ne trouve plus. En tout cas, il n'a pas été réédité. Et il y a un ami qui me l'a prêté, me donné, on verra bien, mais j'aimerais bien qu'il reste dans ma bibliothèque parce que c'est un livre majeur, mais qui lit Martin Dugard. Donc j'ai repris les Thibault, je trouve ça absolument incroyable. D'honnêteté surtout. Hein. Ouais. C'est pas Proust, hein. Non. Et lui-même, il n'entend rien à Proust. Ce n'est pas son truc, ce n'est pas son genre. Mais voilà. Moi, je ne vois pas les œuvres gigantesques qu'il y a eu au XXe siècle actuellement. Je ne les vois pas. Non, je ne les vois pas. Donc, les auteurs que je publie ne sont pas tous, loin de là, d'immenses auteurs, mais il y a quelque chose. Ça me fait plaisir de pouvoir les aider. Ça me fait plaisir de les aider tout en m'endettant, d'accord, tout en faisant en sorte que ma vie devienne difficile, véritablement difficile. Vous diriez un enfer? Non, quand même pas. Oui et non, parce que j'ai vieilli entre-temps. Et le vieillissement, ce n'est pas sympathique. Ouais. D'accord. Le corps ne suit pas vraiment, et il y a une fatigue qui s'installe. Une lassitude? Une lassitude. Je veux dire, je suis éditeur au sens le plus complet du mot, c'est-à-dire que je fais tout, et tout seul. Alors, de temps en temps, vous êtes aidé pour tout ce qui est la partie technique. Mais ça, je le donne à des individus qui font leur travail en extérieur. Mais quand même, hein, je veux dire, c'est moi qui lis, c'est moi qui... Vous recevez beaucoup de manuscrits? Non, beaucoup moins. Parce que j'ai voulu constituer en quelque sorte une famille. D'accord. Une famille d'auteurs, mais beaucoup moins. Ça n'est pas possible, de toute façon. Je suis obligé de refuser énormément. Et puis voilà. Et Édition Horizon, ça a dépassé les 400 auteurs, non? Non, pas 400 auteurs. Non, c'est pas ça? Non, 460 livres. Ah oui, 460 livres, pardon. Pour une cinquantaine d'auteurs. Voilà, c'est ça. Sur 15 ans, c'est vrai, ça va. Mais, je veux dire, là, actuellement, ça tourne autour de 10 à 12 personnes. D'accord. Je veux dire, au fond, je suis éditeur d'une famille, ça me plaît beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, vous éditez de tout, de la littérature, des essais, débats, conférences, du théâtre avec Claude Prin. Oui, du théâtre, mais pas seulement. De la philosophie. Des gens sont venus vers moi les premiers temps, et puis bon, après, ça se fait ou ça ne se fait plus. Mais même si je continuerai à éditer tant que j'ai un souffle de vie, je ne vais pas rester très longtemps sur cette terre. Et quand bien même je resterai, je ne crois pas qu'un cerveau puisse marcher avec la force qu'il faut et la nécessité du sacrifice. La nécessité du sacrifice, elle accompagne beaucoup la jeunesse. Alors on peut être jeune tout le temps. Oui. Mais si le corps vieillit, c'est-à-dire... Et qu'il ne suit pas, en fait. Voilà, je veux dire, c'est clair. Il nous porte. Comme vous savez, j'ai une maladie dure, une maladie qu'on appelle longue et difficile, qui a laissé le corps en mauvais état. Vraiment en mauvais état. C'est pas tant la maladie au fond que les moyens de l'arrêter. Les moyens de l'arrêter, c'est du poison. Et oui, c'est ça. On a parlé du Trésor familier d'Éric, qui fait partie d'une trilogie. Oui. Daniel? En fait, c'est pas qu'il fasse partie d'une trilogie, c'est qu'il était un seul livre. Oui. Mais comme le volume essentiel fait déjà 770 pages, je crois, il était difficile pour un imprimeur d'imprimer 1000 pages. Alors ça revenait à des prix. Il fallait prendre du papier Bible, puis je savais pertinemment que on sortait à peine. Non, c'était Prague leur fenêtre qui est sorti. Oui, après le premier confinement. Absolument. Mais ce bouquin, je le tenais et je l'avais en vie depuis très longtemps, très très longtemps. Je voulais revenir à mon enfance. Et vous êtes très honnête dans ce livre. Merci, je pense. Et notamment sur la deuxième partie avec votre retour à Paris.
Voilà, et puis vous parlez un peu de maladie, vous parlez un peu de tout ça. Oui, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui tombe très malade à qui la dernière séance de radiothérapie a été donnée au début août et qui s'en va chez lui en se disant je vais me reposer. D'accord, je vais me reposer. Et en fait, il n'avait pas prévu que progressivement les réactions de la radiothérapie se sont installées dans le corps avec une telle violence qu'il m'a été impossible, absolument, l'inflammation, n'est-ce pas, des muscles, l'inflammation du corps, il m'a été impossible de bouger de lui. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire avoir un corps qui ne peut plus. Il n'y avait même pas la possibilité de descendre du lit, téléphoner aux urgences. Ah oui, d'accord. Aucune possibilité, n'est-ce pas? Il a fallu que passe à peu près, moi je me voyais partir progressivement dans le coma. Alors c'était étonnant. Moi qui avait pu subir la radiothérapie, l'hormonothérapie, la chimiothérapie, toutes les thérapies que vous pouvez imaginer. Et ça a duré combien de temps cet état où vous étiez une semaine au lit. Une semaine au lit. Une semaine au lit, mais terrifiante. D'accord. Absolument terrifiante, comme un homme dont le corps n'est plus en quelque sorte tenu par un système à la fois décent, n'est-ce pas, et où tout se fait, tout se jette, et avec, c'est très étonnant, avec l'acceptation progressive de la mort, du cerveau, à cette finitude. D'accord. À un moment donné, vous lâchez, parce que ce n'est plus possible. Les violences, il n'y avait personne dans l'humain. C'est ça. Tout le monde était parti, on était en plein. Et c'était en quelle année ça? Les téléphones portables n'étaient pas. Si, j'avais un téléphone portable, mais le téléphone portable. Mais il n'y avait personne d'autre vous, comme toujours, c'est dans mon bureau. Je n'ai pas envie d'être emmerdé la nuit. C'est ça. J'ai été emmerdé souvent par des appels très malveillants et dangereux, surtout dangereux, dans les quelques années plus tôt. Donc, je ne réponds plus, je ne veux plus répondre. Et donc, par conséquent, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, c'est la situation. Même les êtres très chers que j'aimais ne m'ont pas appris. Mais ils étaient au courant de votre état? Oui, Est-ce que vous aviez eu la pudeur de ne pas les... Mais je ne pouvais même pas avoir la pudeur dans la mesure où je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger, ce n'est pas exactement le coma, mais c'était le fait d'être dans l'incapacité complète physique de bouger. Après quoi, on ramasse ses forces, parce que précisément, la mort est au bout. Certainement, la mort était au bout. Si je me m'étais laissé aller, je mangeais pas, vous comprenez, je perdais mes liquides. C'est ça. Et j'ai pu faire une chose impensable, c'est de me rouler, littéralement, comme un animal, rempli de toutes les mucosités, les matières qu'il y avait dans ce lit épouvantable. Et je me suis traîné par terre. Mais en traînant par terre, vous êtes venu chez moi, vous avez vu. Oui, absolument. Oui. Et donc, je suis tombé sur des livres qui étaient autour de ma chambre, de mon lit, parce que c'était, j'ouvre des livres, je lis, j'en vois un autre, etc. Ça peut s'accumuler sur des mois et des années. Et pour parvenir à faire ce que je voulais, et c'était très logique, je me suis traîné, ça a pris peut-être une demi-heure, mais une demi-heure qui était comme le temps de ma vie entière, n'est-ce pas? À ramper, et aller à la cuisine, à prendre des corticoïdes. Je savais qu'il y avait des corticoïdes, et à décider d'en prendre une quantité quand même importante. Aucun médecin ne m'aurait donné comme ça la même dose. Ah non, moi, il ne m'aurait pas donné. Et je me suis dit, elle vient que pour moi. De toute façon, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? La mort, alors. C'est préférable à ce corps lesté, quoi, de toutes les puissances qu'il comporte. Et donc, j'ai pris des corticoïdes, 5 ou 6. Et ça vous a... Et je suis allé, en rampant toujours, dans le salon de bibliothèque,
sur un tapis rouge, et j'ai tout oublié. Comment ça, tout oublié? C'est-à-dire que j'ai sombré immédiatement. Ah oui? Oui. Est-ce le cauchemar? Je ne sais pas, j'ai sombré. Et quand vous vous êtes réveillé? Je me suis réveillé d'un miracle. Je me suis réveillé sans mal. Et vous pouviez vous remettre debout? Non, d'abord j'ai vu. Alors, immédiatement, il y a eu un contact. Il y a eu le contact avec la réalité. Ouais. Ce contact avec la réalité, c'était juste le fait de nous voir les mains. Ce qui était impossible. Parce que ça générait des atrocités. Alors, vous comprendrez que pendant ces journées de deuil, de soi, de vous-même. Ma vie est passée comme elle passe chez des gens qui vont mourir. Oui. Ainsi qu'elle est passée chez ma mère pendant une journée. Elle a débité pendant une journée des scènes qu'elle n'avait jamais dites. Jamais dites. J'ai découvert ainsi qu'elle avait été enceinte. Comme si tout se remettait en ordre avant le dernier souffle. Voilà. Elle a dit tout. Il y avait juste des scènes que sont, en quelque sorte, sa propre pudeur ne pouvait pas, que j'ai ensuite, par des mémoires, en quelque sorte, qui m'ont été livrées, des mémoires oraux, bien entendu, qui m'ont été données par mes sœurs, puis recoupées et ainsi constituer quelque chose que j'ignorais complètement et qui a été aussi l'origine du trésor familier des rythmes. Et donc là, j'avais revécu mon enfance, mon adolescence, ma maturité, mes amours, Blanche, bien entendu, qui à l'époque était morte depuis 4 ans. 4 ans. C'est beaucoup et c'est peu. Pour les êtres, je veux dire, les deuils sont éternels, beaucoup plus que les amours, beaucoup plus. Ou alors, on mélange le deuil et l'amour. Oui. L'amour qui s'en va et qui s'en va classiquement par la mort, ou par la séparation, par la violence. C'est ça, ou alors on a une forme de lâcheté par rapport au malheur qu'on a vécu. Et à l'absence. Et voilà. Et donc tout ce que l'on lit dans le trésor familier des rythmes, c'est la construction en allée et venue de cette enfance, de cette adolescence, de cet homme qui n'a vécu que pour les livres et que par les livres. Moi, je suis rien. C'est votre nourriture. Moi, je suis rien sans les livres. C'est ma nourriture, c'est mon rituel, c'est ma prière, c'est mon bonheur. Je ne comprends pas qu'on ne lise pas, mais en même temps, je conçois qu'on ne lise pas. Bien sûr. D'accord. Je suis un solitaire. Je n'ai pas besoin des autres. Enfin, oui. Je n'ai pas besoin des autres, c'est beaucoup dire. Je suis un animal qui fait partie d'un groupe et on a toujours besoin des autres. Oui, c'est d'une manière ou de l'autre. Heureusement, j'ai quelques amis très sûrs, pas beaucoup, mais très très sûrs. Et j'ai des sœurs qui sont mes sœurs qui sont très proches, très proches, très aimantes, très belles dames. Elles ont lu tous vos livres? Elles ont pensé que non. Là, vraiment, ce ne sont pas des lectrices. C'est pas des lectrices? Mais alors, il n'y a pas de tristesse, parce que c'est rempli par l'amour et par l'honnêteté, et par le désir et le bonheur d'être irradié par ce bonheur qui est le mien. Oui, et puis on n'écrit pas pour forcer les autres. Non, franchement, non. Et d'ailleurs, je suis de ces lecteurs, de ces auteurs qui n'ont pas énormément de lecteurs. Cela m'est égal. Cela m'est égal, j'aimerais, mais s'ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Mais ceux qui viennent, ils sont conquis et ils font des choses, ils écrivent des livres sur moi. Ils font des mémoires, des thèses. C'est pas mal, ça. On n'a pas besoin de 20 000 exemplaires pour ce faire. Non, on peut en vendre 20, 200 pour conquérir le monde, pour avoir 20 000. D'accord? Alors ça, la demande et déjà, ça existe.
Évidemment que ça existe, c'est ça, voilà, c'est ça qui est inquiétant. Qui est important. Mais s'il y a inquiétude, c'est qu'il y aurait 20 000. Il n'y a pas possibilité d'avoir 20 000 lecteurs pour Prague de l'homme fenêtre, parce que ça demande quand même du lecteur ça demande, c'est pas que ça soit un livre difficile, mais ça demande du lecteur beaucoup de comment dirais-je, de sympathie, pour pouvoir aller jusqu'au bout d'un texte qui ne s'ouvre pas sur une borne, mais s'achève par la porte. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, alors à propos de Prague de l'homme fenêtre, parce que c'est quand même c'est votre dernier roman, et je le trouve très marquant, ce dernier roman, pour plusieurs raisons. Voilà, par exemple, ce que j'avais noté, ce qui est fascinant avec ce livre, c'est la sensation d'être dans un film d'ombre, de silhouettes. On les voit courir sur les murs, prendre la fuite devant ceux qui s'annoncent. On les voit derrière les fenêtres, tantôt faire la fête, tantôt leur regard, imaginant une pluie de bombes. Vous étiez conscient durant l'écriture de tout ça, de ces images-là? Il faut quand même que je revienne en arrière. Oui. Prague, je vous l'ai dit, m'a hanté en ma 4e année. Mm-hmm. Quand vous êtes hanté enfant, ça ne vous lâche plus. Donc tout mon désir est d'aller à Prague. Bien. Ça, c'est en quelque sorte la part du rêve. Mm-hmm. Or, Prague, en ces années-là, est une ville de souffrance. Absolument. Et c'est une ville de souffrance depuis 1938. Oui. Et singulièrement depuis aussi de par Lurs, n'est-ce pas, qui n'a pas été très tendre également, et qui a fait en sorte que Prague, qui avait été soi-disant aimée des Occidentaux, qui a été lâché. Il a été lâché. Ça c'est quelque chose que moi, je ne peux pas oublier en tant qu'occidental, a fortiori pour les Pragois et les vieux Pragois, s'il en reste, de ces temps-là. D'accord? Parce que quand même, nous approchons bientôt, et ça fait quand même 90 ans, dans ces événements terribles. Presque 90 ans, pas tout à fait. Bien. Alors, ça... C'est une histoire entre une mère et son fils. Mais ça vient après. Et ça vient après. Donc on va aller... Ça vient après. Et puis il y a un film, il me trouble beaucoup, 2 films qui me troublent beaucoup. Ce sont 2 films de Visconti, que je vois à la fin de mon adolescence. L'un quand j'ai déjà 20 ans, et je suis déjà un jeune homme. Hein. Et l'autre, 17, 18 ans, j'étais déjà... Vous savez que j'ai eu très vite, j'ai fait des études, mais ensuite j'ai bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup de chemin qui s'ouvrait à moi. Ça c'est le problème des gens nés dans des familles très très pauvres. Il faut se débrouiller. C'est vrai. Il faut se débrouiller. On a beau dire l'inverse. Alors moi je me suis enfermé puisque l'enfermement n'a pas chez moi n'a pas de connotation péjorative, n'est-ce pas? C'est la liberté, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et là, j'ai lu tout ce qu'on pouvait lire, tout ce qu'on pouvait trouver dans des bibliothèques, tout ce qu'on pouvait trouver aussi dans le livre de poche, qui était de bon marché à l'époque, hein, franchement, et où on trouvait de très très grands auteurs. Alors, je m'étais entiché de Thomas Mann assez vite, vers ma 13e année. Au temps où je venais d'accomplir mon bac. Et j'ai lu d'abord les grands pavés de Thomas Mann, c'est-à-dire La Montagne Magique, Joseph et ses frères, enfin d'autres livres. Et j'ai fait en sorte que mon étage, pardon. En fait, par rapport, je pense que vous aviez parlé de Mort à Venise. Voilà, c'est ça. Mort à Venise et puis Les Damis. Voilà. Les 2 films. Voilà, les 2 films. J'avais été très, très troublé par le jeu de Helmut Berger. Mm-hmm. Et c'est comme ça que le personnage de Nab, von Schwarzenberg, Walter von Schwarzenberg, dans le volume, est né progressivement.
Donc ça part de là. Ça part de là, ça part du rapport qu'a, par exemple, dans les damnés, le personnage qu'incarne Ingrid Tula, et puis celui qu'incarne donc ce magnifique esthète, quoi. Comment? Esthète. Je parle de l'acteur. Helmut Berger. Oui. Oui, qui est un acteur. Qui est en même temps, non seulement qui est un acteur très agréable physiquement, à l'époque, il est devenu un tout petit peu. Là, c'est le temps l'a abîmé. Ah oui, le temps l'a beaucoup abîmé, il s'est abîmé. Il s'est abîmé. Et puis. Et d'ailleurs, excusez-moi, entre parenthèses, je pense que les acteurs, quand on est avec Visconti, ce genre d'acteurs, ils se sont tous abîmés. Oui. Je pense qu'on ne sort pas indemne de ces expériences. Il faut se souvenir d'Alain Delon dans les grands films qu'avait mené Visconti. Alors, Alain Delon, vers la fin. C'est un peu l'exception, on va peut-être dire. Voilà. Alain Delon. Voilà. Oui, mais enfin, tout de même, ça n'est pas le jeune homme magnifique, absolument magnifique qu'il a été. Et Helmut Berger également. Mais là n'est pas le problème. Non, le problème, c'était de trouver quelque chose qui puisse comment dirais-je, convenir à cette idée de Prague, ville d'ombre, comme vous avez dit, ville sombre, et ville en même temps lumineuse et magnifique, absolument magnifique, peut-être la plus belle ville du monde, peut-être. En tout cas, évidemment, me taquinerait pour d'autres villes, mais de mon point de vue, en tout cas, ça me semble utile. D'ailleurs, une petite question, parce que à cette période-là, vous étiez allé à Prague? Je suis allé à Prague après les années 68. D'accord. Et une troisième fois en 75, où la ville était complètement tombée. À l'abandon? Ah oui. À l'abandon. Ah oui. Une troisième ou une quatrième fois en 84, avec un ami qui m'offrait le voyage. Un ami cher qui est mort en 2003, 20 ans plus tard. Et puis ensuite, je suis allé avec le peintre Andrew Pocket. Oui, d'accord. Pendant une dizaine de jours, lorsque Prague s'était affranchie de la tutelle soviétique. D'accord. De la tutelle, j'allais dire, de l'écrasante pesanteur. Voilà, c'est ça. L'asservissement total, quoi. Oui. Et il y avait un bonheur dans la ville qui n'était pas celui. Il n'y avait pas de bonheur quand on se promenait dans les rues de Prague dans les années 80 et dans les années 70. Il n'y avait pas. C'était vide, c'était une tristesse. Une rue qui semblait aller à l'abandon. C'était quelque chose presque sinistre. C'était comme si c'était sous une chape de plomb, en fait. Non, c'était une chape de plomb. De toute façon, elle tombait sur Prague, la chape de plomb, qui a été la trahison des Occidentaux, bien entendu. Il faut savoir que la trahison en histoire est en quelque sorte un leitmotiv. Et puis le fait que d'être intelligent et beau, si j'ose dire, comme Prague l'est, ne suffit pas à vous préserver. Oui, c'est ça. Alors, le deuxième film, parce que là, on a parlé des damnés. Et donc, oui, c'était les damnés, et puis c'était... Mort à Venise. C'était Mort à Venise, mais alors, pour Mort à Venise, c'est pas Helmut Berger. Non. Mort à Venise, c'est un jeune homme dont on m'avait dit que c'était le plus beau jeune homme du monde. Je me souviens à l'époque. Et qui d'ailleurs a vieilli, comme tout le monde. Comme tout le monde, mais qui a eu une vie très dure. Parce qu'il ne s'attendait pas du tout à cette gloire incroyable. Le fait qu'ensuite, vous devez avoir un narcissisme dingue pour pouvoir supporter cette gloire. Et on lui reproche de vieillir. Aussi. Lui reprocher de ne plus être cette chose superbe que fait le cinéma. Surtout. Mais oui. Cette illusion de l'éternité, de la jeunesse éternelle. Et donc,
Et donc, il y a eu là quelque chose, il y a petit, j'avais pas envie d'écrire cette histoire-là. Non, bien sûr. Mais ça a donné quelques idées. Et vous savez, l'écriture entraîne toutes sortes de constructions. Et il m'a fallu pratiquement, écoutez, ça a commencé en 1970. Ce livre est sorti en 2020. Donc, un demi-siècle quand même. D'écriture, de réécriture, de destruction, de réécriture, de lecture. Vous êtes passé des centaines de fois dessus. Oh oui, des centaines de fois. Je ne sais plus, des centaines de fois, c'est peut-être beaucoup dire. Et certainement des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Presque comme si vous ne vouliez pas le finir. Est-ce qu'il y a pas... Non, ce n'est pas que je ne voulais pas le finir, c'est qu'il se refusait à être fini. Et d'ailleurs, il n'est pas fini. Car il devrait y avoir 4 autres volumes qui devaient construire dans la tête d'adolescent une cathédrale. D'accord. Or, je constate le vieillissement aidant, pour ne pas dire la vieillesse, que je ne me vois pas. Je ne me vois pas dans la possibilité. Il faudrait alors abandonner mon travail éditorial, tout court, aller m'enfermer dans un couvent et fabriquer ça avec quelques livres pour avoir remarqué qu'aujourd'hui avec Internet on peut avoir des informations. Oui, absolument. Pour construire les 3 autres volumes et achever une tétralogie. Et je vous parlais tout à l'heure de la difficulté aujourd'hui qu'ont les sociétés à s'intéresser à la lecture. Vous comprenez, le monde est infiniment en désir de se défaire et de se refaire, de se défaire et de se refaire. Et les mots qui sont là, qui ne sont pas simplement là pour nous accompagner, mais qui sont littéralement une assise. Les mots, c'est pas seulement notre passé. Les mots, c'est notre être, c'est notre vivant. Et quand il adviendra... C'est un organe vital. Hein. C'est un organe terrestre, j'allais dire tellurique. Quand il adviendra, et il adviendra cette chose, ne me fais pas d'illusions, un jour où cette terre, soit par la folie humaine, soit parce que il est des choses qui sont de toute éternité, c'est-à-dire elles se défont, d'accord? La terre se défera comme elle s'est défaite à plusieurs reprises. Et s'il devait y rester quelque chose de cette civilisation, disons qui va depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire depuis ou même le XVIIe siècle, qui entreprend l'apogée de l'écriture en Occident du moins, d'accord, et qui va cet apogée qui va durer, pour moi en tout cas, jusqu'en 1970 à peu près. Je crois que la mort de Sartre et la mort de Malraux en France notamment parachèvent cette époque, parce qu'après, bon, il y a de la répétition, il y a le même dit, etc., dans lequel je m'intègre, je m'en exclus pas. Eh bien, il restera quoi? Eh bien, il restera les mots des sommes. Sans ces mots qui sont des buissons, qui sont des dieux, qui sont des constructions à la fois mentales et physiques, parce que c'est grâce à elles que l'on reconstruit le monde. Ce sont des architectes, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne crois pas que les archives à la télévision montrent des images. Vous savez, les images, elles entraînent des images. Non, mais les images, elles se défont. Oui. Et le temps est très brutal avec elles. Vous avez des images que vous avez faites il y a... Je pense que les images, elles s'automutilent. Oui, eh bien, en tout cas, pas les mots de Proust. Et les images qui s'en offrent. En quelque sorte, la maturité des mots, c'est qu'elles précisent et qu'elles fabriquent des images qui se fixent dans notre mémoire comme un mur qui n'a pas de fin, n'est-ce pas? Et qui est notre humanité. Ce ne sont pas les actions hyper narcissiques des villes d'aujourd'hui que l'on voit, notamment avec des gratte-ciel qui n'ont pas de fin, je veux dire du vert, et puis en même temps... Toujours plus haut. Oui, mais en même temps, toujours plus bas, avec la misère, la pauvreté,
le raisonnement, l'action bonimenteuse du bourgeois qui s'en émeut, mais qui ne va pas plus. Je veux dire, vous savez très bien que le bourgeois pense que tout lui est dû, et également le fait de parler en bien et du mal des uns et des autres. Ce n'est pas ça qui sera retenu s'il devait y avoir quelque chose longtemps après la mort de cette civilisation. Ce qui reste, ce sont des livres. D'ailleurs, par rapport aux mots, juste une petite parenthèse, et pour revenir à la confrontation avec ces images, c'est que en permanence, depuis les stations d'observation des étoiles et du cosmos, on envoie en permanence de la parole dans l'univers. Parce que c'est la seule forme, finalement, de notre expression qui peut être entendue et qui peut être véhiculée comme ça dans l'univers. On ne peut pas envoyer des images, mais le son, la vibration, le hertz. C'est la parole, mais ce n'est pas encore le mot, encore qu'on puisse envoyer aussi. Oui, absolument. Le mot, c'est quelque chose qui est fixé, mais qui est fixé après de très longues négociations avec vous-même, avec vos rêves. Mais la parole, c'est aussi des mots, Daniel. Oui, mais ce sont des mots qui, voyez-vous, comme ceux que nous venons d'échanger, sont des mots qui ne se fixent pas une à une dans notre mémoire. Alors que le mot écrit, oui. Car, bien entendu, dans le mot écrit, pour atteindre cette forme de fixation, pas éternelle, mais permanente, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait de l'art, en somme. Mais qui sait un jour peut-être ils seront interceptés, ces paroles seront interceptées, comme on a intercepté dans les grottes les premières écritures. Oui, mais on est égal que ce soit intercepté. La vérité, c'est que pour l'instant, et en tout cas tant que nous n'avons pas pris de rechange avec l'oxygène qui est nécessaire à nos poumons et à notre cerveau, nous ne pouvons aller nulle part, car nous mourrons. Alors, bien sûr qu'on prétend qu'on peut trouver, grâce à la chimie, mais enfin, on parle de milliards d'individus, hein, on ne parle pas de quelques cosmonautes et de quelques, ou comme disait ce charmant, comment dirais-je, scientifique, qui disait qu'un jour, de toute façon, la Terre, vers le 26e siècle, je pense, vous savez, c'est un astronome anglais, j'ai oublié son nom, très connu, quelqu'un qui était oui, et qui disait que la seule chose que devraient faire les hommes, en partie quelques-uns, parce que ce serait quelques vaisseaux, c'est d'aller à la première station proche d'une planète qui serait comme la nôtre, tenez-vous bien, à 40 000 années terrestres. D'accord. Il faudrait inventer un laser à la vitesse de la lumière pour que nous atteignions en 11 ou 12 ans. Mais je veux dire, quel vaisseau entraînerait des milliards d'hommes? Et puis, imaginez que cette pauvre planète ne soit pas entièrement possiblement faite pour les poumons et le cerveau des hommes. Il y a là, voyez-vous, encore une fois, toujours ces discours tonnants, et en même temps, ça fait de la littérature. Hein. Oui, mais en même temps, quand on voit ce que fait l'humain à notre propre planète, on a peut-être vous attendez à quoi de l'humain? C'est pas dans l'humain que les sociétés qui se construisent, les ingénieurs qui la fabriquent aussi, le désir du pouvoir est quelque chose qui garantit à la fois la pérennité de la création et en même temps notre malheur. Le désir du pouvoir, de la conquête. Hein? Je veux dire, ça n'a pas de fin. Et on nous parle actuellement de changement dans l'idée de ne pas voir évidemment que les hommes sont tous les mêmes. Moi, je suis né en Afrique, d'accord? Oui. Et je peux vous dire que jamais je n'ai appris à détester les Noirs ou à détester les Arabes. Nous les recevions, ils nous recevaient parfois, nous les recevions davantage qu'ils nous recevaient, il faut dire cette vérité-là. En tout cas, c'est dans mon souvenir. Je veux dire, j'avais pas besoin qu'on me dise ça, n'est-ce pas? C'est une chose qui est acquise. Mais ce qui n'est pas acquis, mais jamais, vous comprenez, c'est la fabrication de supposées vérités toutes
aqueuses, inconsistantes, qui prétendent que ceci doit être puni parce que ses parrains ou ses ancêtres auraient fait du malheur. Voilà. Alors, dans ce cas-là, c'est toute l'humanité qui est responsable. Bien sûr. Et du reste, elle se dit responsable, d'accord ? Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est apprendre le réel. Voilà. Le réel dans ce qu'il peut avoir d'agrégatif. Voilà. Est-ce que ça sera possible ? Le fameux vivre ensemble. Est-ce que ça sera possible ? Car là, actuellement, on voit par exemple au XIXe siècle la constitution de l'Europe, comment elle se fait, c'est un coup de poing épouvantable. Celle du XXe, n'en parlons pas, c'était le parachèvement de ce commencement qui va dans un dépérissement. Et maintenant, nous voyons quoi ? Nous voyons la Chine, nous voyons les États-Unis devenir des puissances. Et l'Inde, il ne faut pas oublier l'Inde. Pour l'instant, l'Inde n'est pas portée à vouloir conquérir le monde. Déjà, elle veut se conquérir elle-même. L'Inde est appelée à avoir une population très nombreuse. La Chine va légèrement régresser. Parce que il advient des groupements comme de toutes choses. Il y a un moment où la Terre ne pourra pas porter. Sélection naturelle. Voilà. La Terre ne pourra pas porter, je sais pas. C'est comme dans des espèces animales où d'un seul coup il y a un nombre qui diminue assez drastiquement d'ailleurs. Il y a un virus qui les décime, une grande partie, et puis après. Mais ces choses naturelles et sinistres ne font pas. Finalement, notre entretien sur Prague de leur fenêtre. Mais c'est intéressant de voir aussi le cheminement mental qui vous amène à aussi presque extrapoler, mais sans jamais quitter le Prague de leur fenêtre. Alors, parce que tout simplement, on a commencé par le fils. Parce que c'est à partir de là, Nal, que vous avez finalement commencé à envisager d'écrire l'histoire. Mais l'histoire, et ensuite vous avez pensé à qui pour la mère? Parce que si vous avez pensé à... Non, moi, c'est les deux films de Visconti qui sont en quelque sorte matriciels. Oui, c'est ça. Mais par image. Hein. Par image. C'est Ingrid Tula, qui est la mère de ce dingue de jeune nazi, dans les années. Et puis c'est la mère magnifique de ce Tazio, qui était incarné par la très belle Rossana Piafin, je crois. C'est comme ça qu'on se prononce peut-être, ça s'écrit Piafin. Dans le livre, vous en avez fait une princesse. Alors, elle est princesse parce qu'elle a épousé un prince d'empire, du Saint-Empire. Alors, vous savez, on est prince ou comte parce que nos ancêtres, depuis très longtemps, sont comme ça, et puis ont eu. C'est quoi? C'est une direction de groupe. Être prince, être comte, etc. Mais jamais que ça. Après, ça devient une mémoire d'un temps révolu, mais il y a comme un petit chiquet, quoi, à porter Elle ne se faisait pas beaucoup d'illusions, mais elle était la femme d'un ambassadeur de Bohême. Autrefois, on aurait appelé ça la Bohême Moravie, mais pas seulement. Ça faisait partie, comme vous savez, de cet empire austro-hongrois, mais bien avant aussi des principautés allemandes. D'autres, c'est trop long à dire. Et elle est à Prague. Bon. Alors, je m'étais dit, il fallait que le fils devienne celui qui allait porter la pérennité de cette maison, que ce soit dans le bien ou dans le malheur. Mais la plume ne vous suit pas toujours. Elle est entêtée, la plume. Et la plume n'est pas allée là, car ça aurait rendu finalement le livre banal. Là où elle est partie, c'est que cet homme est un homme de l'enfermement. Et de l'enfermement presque morbide. Car moi, je m'enferme
pour lire, pour écrire, pour éditer. Vous êtes votre propre captif. Oui, c'est très, comment dirais-je, c'est très prenant. Oui, absolument. C'est très prenant. Ça vous dévore. Hein. On fait des choses. Oui, on fabrique des choses. Puis chez Nal, il n'y a pas de fabrication du monde. Il y a sans arrêt pérennité de la déconstruction. Alors, excusez-moi, vous savez, il y a le mot déconstruction aujourd'hui. Ah oui, oui. Le mot horrible. On répugne tant il est fabriqué. Absolument. Fabriqué et surtout impossible à le conduire là où les fanatiques veulent le conduire. Bien. Alors, il se détruit, se déconstruit en permanence. Sa mère lui a dit qu'elle ne désirait pas qu'il reste parce qu'il était le fils d'une juive qui elle-même n'était pas juive parce que sa mère était chrétienne. Mais on est face à quelque chose qui est complètement irrationnel, c'est la folie allemande, c'est-à-dire la folie nazie. Voilà, c'est ça. Vous savez qu'il y avait dans les années 80-90 une forme d'interdit à parler des nazis. Absolument. Comme des Allemands. Absolument. N'est-ce pas? C'était comme si les nazis étaient nés de la terre et que les Allemands étaient nés du ciel et qu'il n'y avait rien entre eux. Ça, c'est une chose que je refuse absolument. Les nazis sont nés en Allemagne, le nazisme est né en Allemagne, même si on peut trouver historiquement des choses. Oui, absolument. Voilà. Mais c'est quand même, c'est l'Allemagne qui est allée au bout de son paroxysme et elle en a souffert. Et je ne crois pas très sincèrement qu'il y ait en histoire quelque chose qui soit aussi honnête que la reconnaissance allemande de ses crimes et le besoin de se dépasser. De se dépasser en le reconnaissant. Vraiment. Et d'une certaine manière, l'Allemagne a fait preuve d'une maturité, a fait preuve d'une sagesse qui honore les meilleurs de ses enfants. Car il y a actuellement aussi en Allemagne des choses aussi immondes, c'est-à-dire du monde, c'est-à-dire de la renaissance des haines, etc., et qui même si je crois que on ne revient pas toujours. Il y a toujours des poches de toute façon. On ne revient pas toujours sur ces crimes. Non. On fait autrement. Mais littéralement, je dois dire que l'Allemagne très vite, a reconnu son crime. Après s'est tue pendant une vingtaine d'années, le temps qu'il se reconstruise complètement. Et après 68, qui a quand même sonné le glas de cet embourgeoisement un peu ventru, on est revenu à l'histoire et on l'a vu en face. Et par-dessus le marché, l'histoire elle-même s'est précipitée en quelque sorte. Et il y a eu cette moi je ne croyais pas que de mon vivant je verrais la réunification des deux Allemands. Non, je ne voyais pas ça de mon vivant. Vous avez vraiment été surpris Tout le monde a été surpris, c'est parti très vite. On nous racontait que l'ours était l'ennemi par excellence du monde occidental, et donc que jamais l'ours n'admettrait quoi que ce soit, ce qu'on n'avait pas vu. Et en ce sens, on peut quand même s'interroger sur la fabrication des mythes qui étaient dits. D'accord. S'interroger ou plutôt être fasciné par ça et les étudier de près. Pourquoi a-t-on besoin qu'un ennemi demeure un ennemi aussi longtemps alors qu'il y a des informations sur lesquelles tout est rouillé. Exactement. Tout est rouillé. Et que l'URSS elle-même ne peut plus se montrer envers elle-même dans le racontard et dans comment dirais-je, dans la fiction dont elle s'était entourée. Mais l'Occident a fini par y croire parce qu'il avait besoin d'un ennemi. Vous savez, les hommes ont besoin d'ennemis. Ouais, c'est comme ça. Ben, oui. Et donc et par rapport à Nafala, donc Eh bien, Nafala, elle lui a dit qu'il fallait partir.
parce qu'elle était, elle, allemande, jusqu'au bout des ongles. On est en 1939, Daniel? Non, on 38. est en 38. En 38, hein. 38. 38, parce qu'en 39, début 39, oui, 38. Au printemps 39, peu avant l'invasion de la Pologne en septembre 39, il y a le coup de Prague, enfin, il y a le fait que le Reich disait qu'il venait reprendre ce qui lui appartenait. D'accord? Voilà. Donc la Slovaquie devenait indépendante, et puis il y avait la Bohème-Moravie qui faisait partie, on appelait ça le protectorat de Bohème-Moravie, qui faisait partie du Reich, du Grand Reich. Voilà, donc il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour les Juifs de Prague, hein, ça je peux vous le dire, et Thérésine, malheureusement, en dit quelque chose. Alors, elle n'avait pas prévu, parce qu'on ne peut pas prévoir, on a juste l'intuition que ça ne peut aller, que ça ne pourrait aller qu'en pire. Elle demande à son fils de partir. Mais elle lui demande pas franco comme ça, je veux dire. Non. Elle est beaucoup plus subtile. Non. Elle lui donne la liberté. Mais elle lui dit que la liberté consisterait quand même à ce qu'il ait au moins la vie sauve et qu'il puisse ainsi, s'il lui est arrivé malheur, d'être le témoin vivant de ce qu'elle a été. Mais ça, elle le sait, c'est une femme trop intelligente pour penser le contraire. Ouais. Elle sait que Nal ne sera jamais son poète, c'est-à-dire le fabricant de son mythe. Voilà, elle vit dans un certain mythe. Elle est consciente de ce mythe. Elle aime être cette représentante. D'ailleurs, elle organise des soirées où elle invite magnifique, elle invite des intellectuels, des plus grands. Les plus grands, il y a donc, comme vous le savez, un souper qui réunit une table autour desquelles, probablement parce qu'elle était consciente que la France et l'Angleterre allaient très probablement laisser tomber la Tchécoslovaquie comme une vulgaire pelote de laine. Et donc quand même, elle avait invité le ministre de France, elle n'avait pas invité le ministre de Grande-Bretagne. Parce que j'ai fait en sorte, dans cette construction, c'est une construction, bien sûr. Vous allez à Prague, vous ne verrez pas l'ambassade. Non, mais par contre, on y croit vraiment. Hein. Oui, mais ça, c'est la magie de la... Ça, c'est la littérature. Absolument. Il n'y a pas de palais Pagliardi qui, si on le chercherait en vain, derrière les jardins de la légation de France. J'ai inventé ça parce qu'il me plaisait de l'inventer, parce que le roman peut réinventer tout. Moi, j'avoue que quand j'ai découvert ça, moi, honnêtement, je suis allé sur Google Maps et je me suis dit, et puis j'avais envie qu'il existe. Aussi. Alors, il existe d'une certaine manière, puisqu'il y a plein de palais. C'est parti de là. Dans la Malastrana, notamment, il y a plein de palais de ce type, qui pourraient être de ce type. Et qu'il y ait une femme qui parle toutes les langues européennes et qui est poète allemande, parce que c'est l'histoire aussi, la fabrication de Prague. Vous savez que Goebbels disait que Prague était une ville éminemment allemande. Alors lui, c'était toujours quelqu'un qui avait le mot gros comme il était un homme maigre. Il était gros et gros un bonimente, un homme intelligent par ailleurs, n'est-ce pas? On peut être nazi et intelligent et dire et excuser en quelque sorte entre guillemets ce que les salopards faisaient. Bien sûr, l'intelligence peut être cruelle, hein. Bien sûr. Mais on n'a jamais dit que l'intelligence. Non, je dirais que l'intelligence n'est ni cruelle ni bonne. L'intelligence, ce n'est pas forcément de faire le bien. L'intelligence, c'est regarder le monde. Pour moi, l'intelligence, c'est de regarder le monde dans son objectif, dans sa réalité cruelle, et d'essayer de vivre avec cette vérité cruelle en la dépassant. C'est-à-dire en se faisant nous-mêmes une sorte de cage de vitrée, n'est-ce pas, dans laquelle on verrait ce que l'on verrait, mais où l'on pourrait momentanément se mettre à l'abri. Je pense que je me suis mis à l'abri en écrivant Prague de leurs fenêtres, parce que, au fond,
c'est un livre qui raconte la chute de l'Europe. Ouais. Et la chute de l'Europe, elle est toujours possible. Quoi qu'en disent bien sûr nos grandes gueules. D'ailleurs, s'il y a bien un domaine où il n'y a aucune certitude à avoir, c'est bien dans ce domaine-là. Géopolitique, même sociétal. Mais alors, pour revenir, elle va essayer quand même de le faire partir. Lui, elle a essayé, elle réussit. Elle réussit, mais lui, elle ne veut pas partir parce qu'elle dit ceci. Elle dit ceci. Alors, c'est une construction intellectuelle comme une autre que j'ai trouvée là. Elle dit, moi, la vie, ça ne tient pas à tant d'années. C'est un moment de la vie. Je suis au palais Pagliardi. Il y a ici tout ce qui peut être un bonheur infini. Durera-t-il une journée? Durera-t-il une minute? Pourquoi voulez-vous que j'aille à Londres, à Paris ou sur la Lune si je peux avoir ce bonheur? Si les Allemands venaient, et à Dieu ne veuille, me feraient du mal, j'aurais eu au moins le plaisir de voir une dernière fois ce qui m'a permis de m'élever. Voilà, d'accord. Donc on est devant quelqu'un de très humain, non pas d'humain fabriqué, mais d'humain conscient de ce que vous venez de dire, de la fragilité extrême. Oui. Parce que le fait qu'il soit allé à Paris, puis revenu à Venise, ensuite à New York, et puis ensuite en Afrique du Nord, et puis il va faire le tour du monde, et il va s'installer à Jérusalem, ville ô combien symbolique, mais dans laquelle il ne se plaît pas. C'est trop ritualisé, Jérusalem, c'est fanatique. C'est ça. Voilà. C'est fanatique, Jérusalem, de deux côtés, des trois côtés même. Je veux dire, c'est une ville du ciel. Et une ville du ciel, forcément, ça crée des tensions terrestres. Alors, il y a une incomplétude permanente entre ce que l'on veut, ce que l'on souhaite et la haine que l'on éprouve. Et ça continue jusqu'à présent. D'accord? Et ça continuera toujours. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Il y a quelques villes comme ça, faciles, bien sûr, n'est-ce pas? Elles évoquent toutes l'absolu. Toutes les parts de Jérusalem évoquent l'absolu. C'est-à-dire la grande part du ciel. Mais que voulez-vous? La grande part du ciel et cette partie terrestre, par ailleurs magnifique. C'est-à-dire, vous voyez, elle est bâtie sur des collines quand même assez hautes, ouais, et qui domine la dépression qui va aller vers la mer Morte, et puis pas très loin la Méditerranée, qui n'est jamais qu'à 40 km à vol d'oiseau, et qui en fait un lieu en même temps sursaturé de mythes et humainement très, très émouvant. On est très ému quand on est à Jérusalem. Je ne trouve pas la ville, personnellement, je ne la trouve pas belle. Non. Je ne la trouve pas belle parce que, de mon point de vue, on a fabriqué des constructions qui... On n'a pas besoin Jérusalem de Gracia, mais ça c'est mon opinion. Mais il y a quelque chose, oui. Il y a toujours quelque chose quand les hommes s'assemblent. Bien sûr. Et quand ils prient, même quand les prières sont des prières qui ressemblent davantage à la haine. Oui. Des appels au meurtre. Oui, mais ça, les appels au meurtre, c'est inné. Nathanaël pense quoi de son fils? Parce que lui, dans le livre, il paraît détaché en même temps de tout. Il est détaché des êtres aussi. Oui. Détaché d'amour, il y a une espèce de... tout à l'heure, j'avais un terme... C'est un vieux avant l'heure. Oui, en fait, en fait, il me fait penser à un enfant fantôme. Ou un fils fantôme. Eh bien, cet enfant fantôme, ce fut moi quand j'étais... Eh oui. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu qu'on parle un peu du trésor familier d'Éric, parce que je trouve qu'il y a une corrélation entre ces deux personnages. Cet enfant fantôme, je fus celui-là parce que j'étais seul dans mon coin, à aimer des choses, à espérer des choses, à construire, en quelque sorte, des mécanos cérébrales qui a parlé au mur. Puisque
puisque ça ne m'intéressait pas, moi, de jouer à la voiture. Très vite, je m'en suis détaché. Des trains, des trucs. J'étais aussi un enfant, bien entendu. Bien sûr. Mais j'avais un besoin de solitude et un besoin de trouver quelqu'un qui puisse en quelque sorte m'embrasser, c'est-à-dire me tenir ainsi et m'apporter le calme que n'apportait pas la pauvreté et la tension et parfois l'agressivité de mes parents. Nous sommes en Afrique, donc vous savez, le soleil fait quelque chose, hein. Oui. Ça fait bouillir le sang porte vite. Hein. Et cet enfant qui ne joue pas au ballon, qui est dans son coin, qui feuillette un dictionnaire à longueur de journée, qu'est-il ? Sans compter tout ce qu'on pouvait imaginer, d'étranges, de pas très sains. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que il faut dire les choses, puisque nous sommes dans pas dans la confession, mais dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté, la vérité. Dans l'honnêteté. Moi, j'ai bénéficié longtemps de ce qui est un don que porte la nature, c'est d'être un séducteur. Oui. Enfant, adolescent ou plus tard. Je veux dire, ça n'a jamais été difficile. Non. Ça n'a jamais été difficile. C'est très naturel chez vous. Voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est très naturel. C'est naturel chez vous. Séduire les gens. Il y a toujours le petit regard quand même qui... Peut-être. Il y a une construction. Il y a quand même une construction. Bon, vous savez, les êtres humains... Non, je sais. C'est pas aussi simple que ça. On est très complexe. Non seulement c'est pas simple, mais il faut pas... Je ne leur donnerai pas le bon Dieu sans confession. Ah, c'est pas ça. Alors là, c'est pas du tout ce qu'on dit. Non, mais pour revenir... Donc vous parliez de fantôme. J'étais un fantôme dans mon enfance. Ouais. D'accord. Être émerveillé par un cône de sucre, emballé par un papier, j'allais dire un papier presque un voile, c'est comme un voile, un papier froissé qui entourait le cône de sucre d'un violet qu'avait le djellaba, plutôt que le djellaba, je ne sais plus, l'habit des Touaregs. Ouais. C'était quelque chose pour moi d'inouï. Ça m'a marqué, ça. Quelque chose de très simple et de magnifique. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose dans la civilisation des gens du désert. D'accord ? Très simple. Quelque chose qui va fondre, mais qui se boit. Vous savez, au Japon, il y a les fameuses cérémonies. Oui. Eh bien, il y avait, quand les Touaregs du fond du sud, sahariens, venaient chez mon oncle, qui était un débiteur, qui débitait leurs dates, qui débitait leurs machins avec les grands comptoirs méditerranéens, etc. C'était en quelque sorte un intermédiaire. Alors, il venait le voir dans la ville de Côte-des-Chartres. Je veux dire, on voyait bien que musulmans les uns les autres, et puis un islam très à la fois mystique et en même temps très très enveloppant, très sympathique, d'accord. Et puis cet homme qui parlait leur langue et qui les recevait autour d'une table ronde. C'est peu de choses et c'est en même temps un acte de civilisation, un tableau magnifique. En fait, il y avait une bienveillance naturelle. Elle vient forcément. Moi, je pense que lorsque vous... Il n'y a pas d'arrière-pensée, en fait. Non, mais lorsque vous avez ce sucre, on fait de la politique naturellement, puisque tout le monde fait de la politique en parlant avec l'autre, hein. Mais il y avait le cône de sucre, le papier violet, la théière, la grande théière fumante, où on allait introduire à la fois soit de l'absinthe, soit de la menthe, et le sucre qu'on cassait avec un petit marteau. Il y a là quelque chose de bien et en même temps d'énorme.
énorme, ouais. Alors cette beauté-là, moi j'en suis encore, j'en suis redevable. Voilà. Il y avait quoi aussi? Il y avait l'absence des arbres et le peu d'arbres qu'il y avait qui fleurissaient avait comment dirais-je, j'avais sur moi, je l'ai raconté, n'est-ce pas? Oui. Des effets surnaturels. Absolument. Les fleurs, quand elles s'ouvraient, il faut savoir que vous êtes dans le désert, d'accord? Et qu'alentour, quand vous sortez de Colombéchard, c'est la grande steppe, hein, avant d'aller vers... Il y a quelque chose de sensuel, hein? Eh bien oui, bien entendu. Il y a vraiment quelque chose de sensuel. Moi, quand je vais dans la ferme de mon oncle, Absolument. à la Debdaba, à Colombéchard, dans les années où il n'y avait pas l'avoir peur à y aller, donc entre 52 et 54, entre ma deuxième et ma quatrième année, c'est un émerveillement de toujours le roseau, le figuier, je ne sais pas, la vigne, tout ce qui avait été fait et tout ce qui était de la beauté du monde. Et surtout, je ne veux pas oublier ce que je n'ai plus retrouvé. C'était les ciels. Les ciels nocturnes. Avec notre constellation au-dessus de nous. Ça, c'est inévitable. Je pense que ça, c'est comme si j'avais eu 1 milliard de mers et 1 milliard de terres. Ah oui, d'accord. Qui m'auraient tenu et qui m'auraient dit, regarde comme un enfant. Bercé. Donc, je n'ai jamais... Ses origines, en fait. Je ne me suis jamais été passionné de l'histoire de l'astronomie. J'aime. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a évoqué le cosmos. Oui. Mais là, vous pouvez en vain aller dans les grandes villes. Ah non, sont ça c'est fini. par le cité. La pollution lumineuse, absolument. Etc. Notre constellation est absolument là-bas, à Colombéchard, une mer. Je me réveillais tout à coup, comme hanté par l'idée de voir jusqu'à ce que le sommeil me reprenne ces passages. Donc pour moi, c'était des étoiles. Les fameuses, et puis les étoiles filantes. Là, c'est ça. Mais pas seulement, quoi. Pas seulement. Il y a beaucoup de choses. Et c'est là. Tout à coup, vous mettez le drap. Parce que, mon Dieu, c'est angoissant aussi. C'est angoissant, c'est pas comme ça que votre père et votre mère vous cueillent et vous racontent l'histoire de leur monde. Eh oui. L'histoire de leur monde est une histoire d'hommes, comme d'habitude avec l'histoire des hommes. C'est des passions, et des passions, c'est à la fois tantôt positives et accueillantes, et tantôt répugnantes. Et puis on met beaucoup de pudeur aussi sur... La pudeur dans ma famille, c'est de la construction. Ouais. C'est forcé. Pour revenir à Nal, en fait, parce que justement, on parlait de lui, alors quand je disais qu'il y a... à quoi il se raccroche, ce fils? Parce que même elle semble ne pas réussir à elle le dit, mais à quoi elle dit que elle ne peut pas. Elle a fait ce qu'elle a fait pour que ce soit un homme de culture. Oui. Ça, elle a tenu jusqu'au bout. Alors, évidemment, elle n'a pas voulu qu'il se mêle dans des écoles, des machins publics. C'est elle qui a été l'éducatrice. Oui, elle n'a pas voulu qu'il soit formaté par... non. Elle lui a donné ce qu'elle pensait être le plus honnête. Et alors, évidemment, quand vous avez une femme qui a connu les plus grands des poètes de l'époque, et je dois avouer que j'ai beaucoup lu les auteurs allemands. Oui. Et elle, en quelque sorte, il est fabriqué par elle, mais il ne le supporte pas parce que il sent bien la faille, n'est-ce pas? Ouais. À la longue, elle lui dit, je vous ai donné ce que je vous ai donné, maintenant vous êtes libre. Je vous dis que si vous restez à Prague, il pourrait être infiniment cruel pour me toucher d'abord. Avant de me tuer, ils voudront
ils voudront vous tuer devant moi, oui. afin que la fin de ma vie soit littéralement, pas seulement le cauchemar, mais je veux dire l'enfer. N'est-ce pas? Et puis, bon, lui finalement, il y voit à la longue de la liberté. C'était un garçon de 18 ans quand il s'en va. Oui. Un garçon de 18 ans, c'est pas complètement fabriqué. Non, et puis on peut être en rébellion aussi contre sa famille, contre sa mère notamment. Oui. Alors, il pouvait aller là où il voulait, il y avait un compte bancaire, je veux dire, elle lui a donné tout ce qui pouvait être donné selon les lois de l'époque. Elle a dû envoyer quelque chose, c'est vous dire, quelque chose comme 200 millions de dollars de l'époque, c'est quelque chose d'impensable, mais elle est propriétaire par son père et par ses aïeux de très grandes entreprises bancaires et de très grandes entreprises industrielles. C'est quelque chose de phénoménal, d'accord? Oui. C'est pas la chose qu'ont fait les nazis, c'est d'abord de s'approprier les très grandes fortunes juives, qui avaient plusieurs siècles. C'est pas fait comme ça. Il y a eu les guerres napoléoniennes qui se sont entre-temps passées. Il y a eu la construction de l'Empire allemand à partir de 1870. On a eu besoin des capitaux juifs pour pouvoir faire les guerres et en même temps pour pouvoir construire les villes et l'économie, etc., et devenir ce que l'Allemagne a toujours été, c'est-à-dire quand même une nation industrielle. Absolument. Une nation d'ingénieurs, une nation de penseurs, aussi. Une nation de poètes aussi. Et de grands romanciers. Quoi qu'on veuille nous dire, il n'y a pas d'aussi grands romanciers français comme en Allemagne. Alors les Français disent oh c'est lourd, mais d'accord, mais quand même, d'accord. Moi je suis pas sûr que Proust soit français au sens où on entend la francitude. Ah non. Hein? Proust c'est un Français, mais c'est un Français universel. Ouais, c'est ça. Il est au-dessus de la. Il est au-dessus de la langue. D'ailleurs les gens. D'ailleurs il est plus honoré à l'étranger qu'en France. Les gens comme les Gide et les Martin Dugard, et tous les auteurs de cette époque ne portent pas vraiment Proust dans leur cœur. Non, du tout. On dit le méprise. On dit de sa littérature que c'est une littérature salonarde. Enfin, on a eu tous les lieux communs possibles et imaginables. Seulement, elle reste de la plus grande française, parce qu'il faut bien dire qu'il est du français, qu'il a écrit en français et qu'il est mort en France, qu'il avait à force de vouloir plaire aux Français, il avait même une petite tendance antisémite, mais c'est à peine s'il ne joue pas, il est d'une intelligence telle. Moi, je veux dire, y a-t-il un être qui ait été aussi intelligent que Proust? Je ne sais pas. Je l'ai lu toute ma vie. Et j'ai arrêté un jour. Je sais que c'est pas du tout le même genre, mais avec Hugo, entre parenthèses, avec Hugo, moi je mets très haut. Comme Flaubert, très haut. Alors on est devant deux auteurs antithétiques. Mais oui. D'accord? Mais je mets ça très haut, même. Balzac en certains de ses grands livres, certainement, et d'autres encore. Oh oui. Pour revenir à Nabal, aussi beaucoup. Aussi beaucoup. Pour revenir donc au fils Anal, au niveau de ses sentiments, il y a une scène d'amour, mais c'est la seule scène d'amour, je crois, qu'il y a tout ça dans le livre, dans Prague, quand il fait la rencontre de cet homme. C'est lequel? C'est celui qu'il croise dans la rue, je crois. Il y a un moment donné, il y a une scène de... Nal fait l'amour et il ne le fait pas. Il est et il n'est pas. C'est le seul moment, il me semble, où il a une scène d'amour. Il a une scène d'amour avec Klaus. Oui. Klaus Mann. D'accord. Klaus Mann est un romancier honnête. Ce n'est pas le grand man. Non. Mais tout de même, ça a sa valeur. Et j'allais dire, sa force aussi. Et il rencontre Klaus
quand Klaus revient de New York pour voir ce qui se passe à Paris, un peu avant la déclaration de la guerre, c'est ça. On est en 38 à l'époque, oui. Et pas en 39, mais en 38. Et il rencontre Klaus qui vient à Paris et chez Gilles. Chez Gilles. Et naturellement, Klaus, il y a une scène où on le voit fréquenter Madame Valère von Schwarzenberg absolument. dans le palais. Donc il a rencontré Nahles quand il était plus jeune. Voilà. Et puis Klaus a eu des amants lorsqu'on fait la liste, tant qu'on est intéressé et on va voir tiens un peu qui sont ces hommes. Je veux dire, il y a des êtres absolument magnifiques qui l'ont côtoyé. D'accord. Donc Nahles de passage à Paris, mais est terriblement malheureux. Oui, absolument. Il est terriblement malheureux. Il fait l'amour, mais il est content de tout. Fait-il l'amour d'ailleurs? Il fait l'amour, mais c'est-à-dire qu'on sent que c'est, comment dirais-je, c'est à la fois, c'est paradoxal, c'est à la fois là où on le trouve le plus humain, mais charnellement aussi, et on se dit, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il pense au-delà de ce qu'on pourrait prétendre chez lui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que des fois, il pense à vide, il pense à perte. Comme si d'ailleurs il était conscient de sa perte imminente s'il ne fuyait pas. Il y a ça aussi, et c'est, je trouve que c'est... Il détruit tout. Voilà, c'est ça. C'est un autodestructeur. Il va à New York. Ouais. Il va à New York et il y passe des années de guerre. Un garçon qui est né dans le giron, si j'ose dire, de Madame von Schwarzenberg, est forcément un garçon libre et un garçon qui a acquis une culture, ça vous marque ça, une culture phénoménale, comme on pouvait les avoir en ce temps-là. Il va à New York donc, et il va essayer d'être à contre-courant de ce qu'a été sa mère. C'est-à-dire qu'il veut bien être enseignant comme elle a été son enseignante, mais littéralement en se fondant dans le canal, si j'allais dire, de prendre le canal humain qui est propre à la cité et d'enseigner à l'université. Il y parvient, mais il arrête tout. Il publie un volume où il raconte, alors ça devait être le volume numéro 2 ou le volume numéro 3 de la tétralogie. D'accord. C'est-à-dire de reprendre Human Conciliations, d'accord, qui était d'ailleurs le titre d'un ouvrage qui s'appelle Au dérobé, qui comprend tout ça et que j'ai voulu publier en 2010 parce qu'à l'époque, je prévoyais un malheur imminent. C'est très étonnant. Très étonnant. Je prévoyais un malheur imminent et je me disais, il faut que tu partes, mais tu pars, tu laisses ça. Comme un testament. Oui. Et c'est un ouvrage de 1600 pages, quand même. Alors, dans ces 1600 pages, il y a alors là, il y a comme la fabrication du mythe. Comment il s'est formé? D'abord par Psoas, ma mère, ma propre mère. Ensuite, d'Humaine Conciliation, qui va devenir beaucoup plus tard Prague de leur fenêtre. Mais aussi un essai sur l'Allemagne. Cet ouvrage devrait être accompagné de cet essai un jour, que j'appellerai Sur les Allemands. Est-ce que je vais l'écrire? Je ne sais pas, parce que sur les Allemands, c'est ce que j'ai dit, mais accompagné sérieusement d'une étude sur sa littérature et la fabrication de ces mythes et de mon propre mythe de l'Allemagne. Voilà, c'était ça. Et puis surtout, et également, un volume qui est une histoire d'amour qui s'est passée dans ma vie et qui en quelque sorte parachevait cette aventure amoureuse, littéraire, celle de ma vie, en un seul volume. Voilà. On a eu des éloges incroyables concernant cet ouvrage, qui c'est à l'époque, on était en 10, c'est-à-dire il y a 11 ans, il y a 11 ans, dans la fabrication des livres que l'on vend, c'est comme s'il s'était passé un siècle. En 10, tout a été... en 10, on était encore au XXe siècle.
Un livre se vendait, écoutez, se vendait pas par des milliers des cents, mais suffisamment. Il y avait quelque chose de plus décent qu'aujourd'hui. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour avoir des miettes, Bien sûr. Des miettes. Je veux dire, il faut des millions et des millions d'euros pour pouvoir être un éditeur qui va promettre des choses. Mais en même temps, l'éditeur, c'est très bien. Ce dit éditeur, c'est très bien que ça ne marchera pas s'il ne fait pas. Bien sûr. S'il n'y a pas des centaines et des centaines d'auteurs et des centaines de livres, on est obligé de faire ça pour continuer. Produire. Oui, dans l'illusion tout le temps et en permanence. Mais c'est cette illusion qui fabrique aussi et qui nous fait l'indicible. Absolument. Et donc Nal à New York publie Of Human Conciliations et ça va atteindre à la fois la communauté d'Europe centrale qui s'était réfugiée aux États-Unis, mais en même temps il y a une telle volonté d'écriture moderne que ça a surpris énormément. À l'époque, il publie ça dans les années 50, c'était très étonnant, puisque, en fait, à gauche, vous avez le journal du jeune homme, et puis à droite, sa folie. Et il est conscient des deux choses. Il met la réalité, et en face, ce que sa folie fabrique. Ouais. D'abord, ça, c'est à lui seul, ce livre me demanderait des années de travail, je ne crois pas que j'ai ni la force ni le temps de le faire. Mais est-ce que vous aviez commencé une écriture? Non, elle est dans ma tête. Elle est dans ma tête, et vous savez que quand vous avez quelque chose de complet dans la tête, il suffit que vous vous mettiez au travail pour pouvoir atteindre l'objectif. Sauf que je me pose la question de savoir qui va me dire. Est-ce que c'est cette époque aujourd'hui qui est dans le jeu permanent, qui est dans la fabrication, dans l'allusion, dans l'illusion. Bon, l'illusion, à la fois, ça ne me gêne pas parce que c'est le monde, bien sûr, c'est le monde qui passe. Mais il y a un chiquet, il y a une volonté de poudre et de paillettes, au point que vous savez combien j'ai été au départ absolument colère contre la camarilla qui a accompagné le confinement, bien sûr, etc. Je comprends qu'il faille que le devoir d'un gouvernement et de faire en sorte que sa population puisse être mise à l'abri. Ça, je comprends. Mais ce qui me a hérissé, c'est que on était désormais très loin de notre condition humaine. C'est comme si, les gens autrefois avaient, il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus d'un siècle, d'accord? Bien que je sache, c'est pas une nouvelle humanité. Autrefois, il y avait des flots comme ça, une maladie qui emportait. Et ça il y a eu une maladie qui avait été de mon vivant dans les années 60, une grippe qui venait de Hong Kong. On l'appelait la grippe de Hong Kong. Et je vous assure que c'était des dizaines de milliers de morts. Et on continuait à travailler, etc. Car il est vrai que la guerre était proche. En 68 ou 69, la guerre c'était à peine 20 ans, 22, 23 ans. D'accord, qu'est-ce que ça peut faire, ça, à côté de ce que nous avons vécu. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est comme si, non. Mais je vous signale que les guerres n'ont jamais cessé et que la misère frappe les hommes. Et la misère est déjà une guerre. Voilà. Ah oui, mais complètement. Donc, vous avez une humanité qui souffre et vous avez une humanité plus ou moins abondante à tous les sens du mot, et qui fascine beaucoup celles qui ont besoin, et qui conduit à des situations qui peuvent être demain, des situations douloureuses pour tout le monde. Des situations de révolte. Mais pour tout le monde, et pas seulement. Pas seulement. Je veux dire, on voit bien
on voit bien les constituants d'une sorte de révolte. De la guerre civile? Mais de révolte au sens, vous savez, la guerre civile, c'est quoi la guerre civile? Puisqu'on vous dit que nous sommes en quelque sorte frères tous. Oui. Hein? Je veux dire les Européens, les machins, etc. On voit bien que non. Et en même temps, ce n'est pas vrai. Mais on le voit bien que non. Si on ouvre les yeux, on voit bien que non. Écoutez, vous passez d'un arrondissement à l'autre de Paris, vous voyez bien la différence. Non. Il y a le mensonge, permanent. Mais ça, c'est le propre des hommes. Et donc, du coup, c'est le propre des hommes, même parfois dans ce qu'il y a de plus haut, dans leur littérature, dans leur fabrication de l'éternité. À propos du père, parce qu'il y a quand même le père. Le père. Voilà. Alors, le père est là et il n'est pas. Voilà, c'est ça qui a existé dans ma vie. Voilà. C'est ça qui a existé dans ma vie. Seulement, vous passez de l'échelle très pauvre qui est la vôtre, très pauvre au sens qui vous concerne vous, quoi, peu de choses, à quelque chose de beaucoup plus fabriqué, n'est-ce pas? C'est un diplomate, c'est un ambassadeur, c'est ça? Voilà, c'est un prince de l'Empire allemand, jadis, du Saint-Empire, on appelle ça le Saint-Empire romain germanique, ses grands aïeux. Et puis c'est un diplomate, comme on faisait des diplomates jadis. Moi j'ai vu hier un film de Laurent Delahousse, il faut ce qu'il faut, sur un auteur qui n'est pas ma tasse de thé, mais qui était délicieux quand même. C'est Jean d'Ormesson. Oui, d'accord. Et donc Jean d'Ormesson parle de son père qui avait été un ambassadeur fameux, et notamment qui avait fait ses comment dirais-je, qui avait été en poste à Berlin, qui avait été en poste dans des grands postes diplomatiques, n'est-ce pas? Et donc c'est ce qui se passe avec Nahal et son père. Son père a été représentant à Rio de Janeiro, et puis ensuite à Londres, et enfin à Berlin. Alors j'ai inventé pour Berlin, parce que je connaissais l'histoire de l'ambassade tchèque à Berlin, j'ai mis 2 ambassadeurs, l'un qui est d'office nommé par le représentant, comme étant le représentant officiel de la République de Tchécoslovaquie, et l'autre qui est en quelque sorte un ambassadeur de prestige qui apporte une aide à l'ambassadeur en question, supposé atténuer les tensions, la rage allemande, la rage nazie en l'occurrence, car cet homme vient d'une très grande famille allemande, vous comprenez? Voilà. Ce qu'a été la Tchécoslovaquie et son malheur, c'est que c'est à la fois une nation slave avec aussi, et entre autres, une très grande culture d'origine allemande. Mais malgré tout ça, alors c'est la sensation qui me reste de lui, c'est que c'est pas un homme fort, c'est un homme plutôt soumis. Non, pas son père, non? Il est faible, non? Non. Ou alors est-ce qu'il a des remords, des regrets? Non. Il est très facile, il est public. Il a épousé un fantôme, décidément. Oui. Alors là, il a épousé un fantôme, mais quel fantôme? D'accord? Il faut savoir, on ne peut pas avoir tout, et le beurre et l'argent du beurre. Ça ne l'intéresse pas, et elle, ça ne l'intéressait pas. Elle aurait pu épouser un chat, et tout si c'était possible. Donc, elle est avec lui, il est avec elle, il vient de temps à autre. C'est un ami, c'est un grand ami de Nafala. Voilà, c'est un très grand ami de Nafala. Il est amoureux de son fils. Il est amoureux, comme peut être un père qui est comme son fils, très sensuel, parce que là, c'est un sensuel. Ah oui, c'est un sensuel. Sa mère paraît être une statue de marbre. C'est un sensuel, mais ça sensuel. Il est sous l'auvent, si j'ose dire, et sous l'empire d'une statue de marbre. Ouais. C'est ce qu'il pense. Elle n'est pas plus statue de marbre que ma mère, d'accord? Donc. Mais c'est un sensuel. Il ne faut pas que c'est longtemps. C'est brut aussi en même temps. Hein.
C'est un sensuel qui est malade. Ouais. Qui est malade, mais qui n'est pas si malade que ça, c'est aussi intellectuel. Ah oui. On n'enfermera pas là dans une image fixe. Non. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un homme. Il est même fuyant, hein, je veux dire. Ah oui, non, il se laisse pas. Non, il se laisse pas appréhender. Voilà, c'est ça. Non. C'est pour ça que je dis qu'il est sensuel d'une manière brève aussi. Il faut que l'acte ne dure pas toute la nuit. Alors, il peut durer la nuit, mais le lendemain, il s'en va. Ouais, ou alors, il s'achève dans la très grande brutalité. Voilà, c'est ça. Voilà. Je veux dire, il y a des gens comme ça, qui sont délicats ou qui ont un trouble. Certains troubles de l'humeur, n'est-ce pas? Oui. Et on dirait aussi qu'ils ont une manière de vouloir détruire ce qu'ils ont. Et qui, dans la sexualité, il est très beau, hein, comme il est dit, il est extrêmement beau, et comme le coup, ça a toujours attiré les gens, ça. Hein? Il est jeune et beau. Oui, extrêmement beau. Et il dégage une sensualité, il a une sensualité troublante. D'accord, ça. Je veux dire, il y a les gens qui tombent amoureux, ils pensent à lui, pensent à lui comme on pense à je sais pas moi, un énorme chat là, vous savez bien que les chats sont les plus beaux êtres du monde. Alors Bernal est parmi eux. Et donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui d'ailleurs a conscience de sa folie, de sa petite folie. La sexualité est pour lui de la domination, et de la domination dont il a peur. C'est de l'eau bouillante, de l'eau brûlante. Il a peur de cette sensualité qui tormente. Il la mate, et il va vivre dans la solitude. Il va dans le désert, il va prendre des photos, des milliers de photos. Il va faire un grand livre ethnographique, et puis au bout du compte, il le brûle. Et il a brûlé Of Human Conciliations, comme il a brûlé à Venise les ouvrages de ça. Juste pour finir sur le père, donc pour vous c'est pas un homme faible, c'est pas un homme. Comment on pourrait le décrire? Comment vous le décririez? C'est un homme du réel qui a épousé une femme sortie d'un livre. D'accord. C'est comme si elle était le livre du monde. Et on n'est pas devant le livre du monde comme on peut être devant un être tout à fait simple. On est dans ces noces un peu, comment dirais-je, un peu folles, qui ressemblent à des cimetières, mais des cimetières magnifiques, n'est-ce pas? Problème de leur fenêtre, en fait, par rapport à tout ce que vous avez dit, moi à chaque fois il y a une image qui me revient. Ça, c'est presque une fresque de sable. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'histoire, on la lit, on la découvre, et en même temps elle s'efface. Et c'est un peu ça, Dan, Nafala, à l'image aussi du père, hein, Marie. Et c'est comme ça que je vois Prime de leur fenêtre. Eh bien, ce que vous venez de me dire, c'est très exactement ça, le livre. Cette fabrication d'un livre qui entreprend une grande fresque, et cette fresque est faite de sable parce qu'elle raconte la vie du monde à un certain temps. D'accord. Avec 3 ou 4 personnages, les 3 essentiels, voilà, surtout, et autour des ombres, n'est-ce pas? Et le temps qui passe, et le temps du danger. D'accord? Le danger de la guerre, et le danger d'une guerre qu'on pressent extrêmement cruelle. Il y a une violence dans le monde, car nous ne sommes pas loin de 14-18, et les choses ne sont pas allées jusqu'au bout. Parce que si elles étaient allées jusqu'au bout, ça épuise les adversaires. Absolument. Et le pardon vient après. Or, il n'y avait pas de pardon, ni d'un côté, ni de l'autre. Il y avait un besoin de vengeance. Les Allemands ont voulu venger jusqu'au bout ce qui leur est advenu par l'armistice du 11 novembre, c'est-à-dire ils ont été obligés en même temps, c'est-à-dire que le peuple ne voulait plus, il était sur le mal à ne plus vouloir, il y avait des troubles, n'est-ce pas, dans les villes, et les nazis ont pris le pouvoir
étrangement, je veux dire, c'était pas connu en 18, en 19, peut-être, oui, si on fait tout un quelque chose qui remonte de loin. Mais tout de même, c'est à partir de 23 que les choses se fabriquent lentement, et vont finalement dans cette apothéose de monstruosité qu'a été 45. Donc, effectivement, vous avez quoi là? Vous avez des hommes qui sont faits pour construire, en somme, des phalanstères les uns sur les autres jusque la Lune, et vous avez en même temps cette volonté de tout détruire. Alors, cette construction et cette déconstruction permanente qui fait l'histoire des hommes, j'ai voulu qu'elle se fasse le plus subtilement possible, si c'était possible, dans un livre qui, comme vous le dites, fait du sable, absolument, qui se défond, qui se refond, qui se défend jusqu'au bout. Oui. Et personne n'a la prétention, sont lucides, ces personnages. Ah oui, ils sont tous lucides. Et même quand ils sont épris, c'est-à-dire quand ils reviennent à leur petitesse humaine, bien sûr, même quand ils sont épris, il y a quelque chose. D'où leur rapport cru, hein. Oui, en même temps. Hein. Oui, cru et cruel. Cru et cruel. Cru et cruel. Mais il y a ce paradoxe. Et ce paradoxe, vous me permettez de vous dire, c'est le fruit de 40 années de travail. Ça, si pendant 40 années de travail, vous n'êtes pas parvenu, en quelque sorte, à fabriquer des mots qui deviennent de l'eau, et à voir cette eau se composer, devenir un miroir, et en même temps repartir comme toutes les eaux vers la mer, alors c'est comme si je n'avais rien fait. Ça aurait été le mirage dans le désert. Mais le mirage dans le désert, c'est aussi une illusion. Eh bien oui. Eh bien, ce n'est pas que c'est un mirage près de leur fenêtre. C'est l'impossibilité d'être Dieu. C'est-à-dire l'impossibilité de la chose qui pourrait nous apaiser à tout jamais. Nous sommes des êtres tout le temps angoissés. Tout le temps. Et tout le temps trahis. Tout le temps. Et en même temps qui déborde d'amour. Mais là, à nul autre. Et ça revient. Et donc, ce sont d'autres murs qui sont fabriqués. Et d'autres phrases. Il n'y a pas un monde qui soit égal à l'autre. Chaque homme le porte et chaque homme le voit à la hauteur de sa propre fabrication. D'aucuns sont tués à l'avance, d'autres tuent, et d'autres fabriquent avec l'art la possibilité de dire les hommes. Ça, c'est la littérature. Et en ce sens, moi je suis redevable de tous ceux qui m'ont appris à aimer la littérature, c'est-à-dire les écrivains, depuis la plus haute antiquité, et parfois à ce jour même, s'il y a lieu de s'interroger sur la quantité phénoménale et étrange qui est celle de nos jours, et la qualité. On s'extasie, on parle de chef-d'œuvre. Vous vous rendez compte? Quand j'étais adolescent, on disait d'un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, vous savez, c'était 3 livres par siècle. D'accord, 3 livres par siècle. Aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre par tous les 6 mois. Oh, à chaque rentrée littéraire. Vous voulez dire tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des devoirs. Moi, on m'avait appris qu'un devoir de philosophie ne pouvait pas être noté à plus de 14 sur 20. Parce que 20 sur 20, ça supposait qu'il y avait une perfection humaine qui n'existe pas. À la fois dans le temps
car vous ne pouvez pas écrire quelque chose de parfait en quelques heures, Non. et vous ne pouvez pas tout dire de ce que vous savez dans une construction qui soit une construction d'art, d'accord, pour avoir le 20 sur 20. Aujourd'hui, on donne 20, on donne 23 sur 20 ou 25 sur 20. C'est-à-dire, on est tout le temps dans la surenchère. Oui. On donne des baccalauréats. Comprenez, moi j'apparais presque comme un réactionnaire en parlant ainsi, je ne le suis pas, je suis dégoûté. Je suis dégoûté entre ce qui se dit et ce qui se fait, entre ce qui se proclame et ce qui est réel. Je reçois des lettres de personnes parfois haut placées dans telle ou telle chose, et je suis comme suffoqué par la grammaire impensable qui donne naissance au type de demande qui est fait. Oui. Qui est fait. Au type de demande qui est fait. Je pense. C'est plutôt fait que fait, mais bon. C'est tout le fait. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je reçois des manuscrits criblés de fautes. Oui, criblés de fautes, mais venant de personnes qui par ailleurs disent qu'ils ont tel diplôme et tel machin et tel enseignement etc. Et parfois il y a des miracles. Parfois il y a des miracles vraiment. Alors je sais bien que la langue française c'est une langue impensable. Sa grammaire à force de vouloir être raisonnée nous fait passer par des chemins difficiles. Mais elle est logique. Elle est très logique. Mais ces gens qui ont ces gros diplômes et qui font plein d'erreurs, pour vous, c'est quoi? C'est de la négligence? C'est le fait ils ont été ainsi éduqués. Vous savez, bon, il faut dire les choses comme elles sont. Quand j'étais enfant, on tapait sur les doigts? On nous découvrait des règles. Oui. Et ça, je peux vous dire que c'était... Alors maintenant, c'est strictement interdit, mais ces coups de règles nous permettaient de nous rappeler qu'il ne fallait pas dire ceci et plutôt que cela, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui naturellement sont dans des écoles où ils vont préparer une agrégation, qui savent écrire. Mais d'autres, non. Tout agrégés qu'ils sont, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait, le désir d'écrire et la volonté d'écrire et la volonté de dire le monde tel qu'il vous a été donné à la fois par la nature et par votre culture et par vos parents et par vos amis, c'est comment vous le recevez et comment vous redonnez le vôtre. Voilà. Au fond, c'est ce qui articule. Voilà. Daniel Cohen, merci pour cet entretien. Merci à vous de m'avoir préparé. Voilà, et puis je conseille vraiment aux lecteurs de lire Pride de leur fenêtre, parce que pour moi, on parlait de chef-d'œuvre, et c'est pas parce que je vous ai en face, mais c'est parce que je le pense vraiment. Et comme j'ai été très frappé par Trésor familier des rites, c'est grâce à ce livre que j'ai découvert votre écriture, et je pense que les deux sont reliés, et je conseille vraiment aux lecteurs de découvrir ces livres. Alors vous savez que Pride de leur fenêtre commence il y a 40 ans, et s'est achevé en 2020, à force d'écriture et de réécriture, tandis que le Trésor familier des rythmes ne m'a pas demandé plus de 2 ans d'écriture. En tout, il fait 1000 pages. C'est ça qui est... Et c'est que tout simplement, je parlais de moi. C'était beaucoup plus facile. J'avais plus comment dirais-je, la qualité pour... La fluidité aussi. Non, mais j'avais qualité à dire de moi des choses que je ne pouvais pas dire de mes personnages. Les personnages étaient indépendants, il fallait suivre.
Il fallait suivre et logiquement ce que de donner. Si vous dites que c'est un chef-d'œuvre, c'est que j'ai tenté, tout simplement, de maintenir les équilibres entre le monde qui est le leur et leur tourment. Car c'est un livre de tourment. Mais des tourments, on nous fait aussi, je veux dire, il n'en est pas, vous êtes vous-même écrivain, vous savez très bien qu'il n'est pas de livre qui ne soit hanté par les tourments, les tourments que traverse l'homme dans le courant de sa vie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, David.